Bonjour tout le monde, je vous présente ici la deuxième partie de TD3 qui se focalise sur la congélation du sperme, le traitement et le sexage par cytométrie en flux. Cette technique, bien sûr, elle se fait en biotechnologie animale. En assistance médicale à la procréation, cette technique est utilisée plus pour la sélection du meilleur spermatozoïde. N'oubliez pas de voir le support publié au Classroom pour pouvoir me suivre facilement. Quand on parle du traitement spermatique, généralement il y a trois techniques. La première, bien sûr, on commence par un lavage simple. Sinon, on peut choisir soit un SWIMAP, sinon le gradient de densité discontinu. Et bien sûr, le choix de la technique, il dépend de la qualité spermatique. Ces techniques de préparation du sperme in vitro, c'est-à-dire la migration ascendante qui se focalise sur SWIMAP ou encore le gradient de densité discontinu, tendent à mimer le rôle de la glaire cervicale pour avoir la sélection des spermatozoïdes. Bien sûr, le choix de la technique SWIMAP se fait généralement une fois on a un problème de vitalité spermatique. Et les spermatozoïdes qui sont de bonne qualité, ils vont migrer vers la partie supérieure. D'où le nom l'indique, SWIMAP, c'est-à-dire ils vont aller migrer vers le haut. Et ils sont connus par cette inclinaison de 45 degrés en les incubant pendant 60 minutes à 37 degrés. Alors que la technique du gradient, alors là, on utilise différents gradients d'une solution donnée, soit du ficol, percol ou bien autre milieu commercialisé. Généralement de solutions de concentration soit de 45% et 80%, 90%, sinon 40 et 80%, ou encore 35% et 70%. Donc ça dépend normalement de chaque laboratoire, mais la plus utilisée c'est plutôt 45 et 90 ou bien 40 et 80% de concentration de la même solution. Et en fonction de ces différences de concentration de la solution, le sperme il va migrer vers le bas, là où on a la suspension, on va avoir la formation du culot du sperme pour avoir les meilleurs spermatozoïdes. Généralement, pour la technique du gradient de densité discontinu, elle va être utilisée une fois on a un problème de mobilité. Donc déjà on va commencer de vous montrer la technique généralement qui est réalisée pour la migration ascendante, le SWIMAP. Donc une fois on a un sperme liquéfié, on le pose dans un tube et on va ajouter une quantité qui est égale du milieu. Et juste après, on va effectuer une centrifugation pendant 20 minutes pour éliminer le surnageant et garder le culot, ajouter 2 ml du milieu, incuber à 37 degrés pendant 45 minutes avec une position inclinée. Et juste après, on va aspirer la partie supérieure et médiane dans un autre tube parce que là, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Pour éliminer juste par la suite le surnageant et garder le culot pour ajouter le milieu approprié afin d'effectuer la technique qu'on veut, soit l'insémination intra-utérine ou autre. Donc, le principe, il se base sur l'inclinaison pour avoir cette migration ascendante des meilleurs spermatozoïdes vers le haut. Alors que le gradient de densité discontinu, elle se base sur l'utilisation de solutions données, soit ficol, percol ou bien autres solutions commercialisées, mais de gradients différents, généralement 45 et 90% ou encore 40 et 80%. Donc,
En fonction de ces différences de gradient, juste après centrifugation, on va avoir une différence de fraction. Donc la fraction haute qui est de 45%. Juste après, on aura une interface des deux fractions. Et après, c'est une fraction basse de 90%, c'est-à-dire la concentration qui est la plus élevée. Et après, on a la formation du culot, là où il y a vraiment les spermatozoïdes qui sont de meilleure qualité. Donc, pour faire la différence, le SWIMAP c'est vers le haut, alors que le gradient c'est vers le bas. Et après, on va resuspendre le culot dans un milieu de culture qui sera prêt à l'emploi, soit pour l'insémination intra-utérine, ou bien l'EXI, ou bien autre technique. Donc là, on n'aura pas besoin de l'inclinaison. Donc bien sûr, il y a plusieurs techniques de traitement et de sélection spermatique. Là, on va essayer de les comparer pour vous. Donc déjà, la migration ascendante, le SWIMAP, comme vous le voyez, c'est vers le haut. Là, pour le côté positif, c'est-à-dire qu'on aura plus de sélection de spermatozoïdes qui sont mobiles. Alors que le côté négatif, on a moins de taux, c'est-à-dire moins de rendement général de spermatozoïdes et plus un impact sur le côté génétique, c'est-à-dire on peut avoir un problème au niveau de l'ADN et plus de ROS, c'est-à-dire qu'on aura plus de stress oxydatif. Mais si on essaie de modifier la technique de migration, on peut normalement diminuer le stress oxydatif. Sinon, on peut utiliser la technique de migration sur une colonne de filtration. Alors là, on a le même côté positif, c'est-à-dire plus de spermatozoïdes mobiles. Et là, on peut augmenter le taux, c'est-à-dire le rendement général de la technique, et moins de stress oxydatif. Mais il y a un problème pour cette technique, c'est-à-dire qu'on aura un culot avec une impureté, c'est-à-dire qu'on peut avoir toujours des agents pathogènes ou bien des spermatozoïdes qui ne sont pas de bonne qualité ou encore des cellules rondes qu'on doit généralement les éliminer grâce à cette technique. Et bien sûr, un problème d'ADN. Sinon, on peut normalement utiliser la technique de sélection réalisée sur une colonne de Cephadex. Et là, c'est plus pour la sélection des spermatozoïdes qui sont morphologiquement normaux, mais il y a un problème du rendement. Par ailleurs, si on utilise une technique de migration transmembranaire, c'est-à-dire on va utiliser une membrane pour la sélection, donc là, il y a une diminution du stress oxydatif. Par ailleurs, il y a un problème de rendement. Donc, pour la technique du gradient de densité, généralement appelée DGC, Density Gradient Concentration, alors là, on aura plus de spermatozoïdes morphologiquement normaux, c'est plus sélectif à ce niveau. Donc, généralement, si on a un problème de tératospermie, donc il faut effectuer plus cette technique de gradient. Alors, si normalement on a plutôt une asténospermie, donc là, il faut tout simplement essayer d'effectuer la migration ascendante du SWIMAP parce que ça sera plus sélectif pour les spermatozoïdes mobiles. Toutefois, là, on aura plus un rendement, c'est-à-dire si on a un problème d'oligospermie, on a juste peu de concentration de spermatozoïdes, donc il vaut mieux normalement de choisir cette technique. Sinon, c'est ce qui est génial pour cette technique, c'est qu'on arrive à avoir une pureté du culot. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir la possibilité d'éliminer les impuretés, les cellules rondes, les agents pathogènes et même les spermatozoïdes qui sont morphologiquement anormaux, surtout les spermatozoïdes avec un reste cytoplasmique. Mais le problème, c'est que ça demande plus de temps par rapport aux autres techniques.
Quel protocole choisir? Alors là, on arrive vraiment au but de ce sujet, parce que parfois il y a des laboratoires qui sont ils sont un peu perdus entre les deux techniques. Est-ce qu'il faut vraiment choisir plus la technique du gradient ou bien le suivable? Ben, normalement, c'est en fonction de la qualité spermatique. Il faut choisir les deux, mais c'est en fonction de la qualité, là où il faut vraiment orienter vers la technique préalable. Donc, si on a des échantillons avec un nombre acceptable de spermatozoïdes mobiles, c'est-à-dire plus de 20 millions de spermatozoïdes mobiles par ml, donc là, tout simplement, il faut effectuer un lavage simple 2 fois et après faire un swim-up pour sélectionner les spermatozoïdes mobiles qui vont aller vers le haut. Par ailleurs, si on a des échantillons de sperme de mauvaise qualité, surtout côté morphologique, avec une tératospermie qui est très élevée, alors tout simplement, il vaut mieux aller vers la technique du gradient de densité discontinu, qui est DGC. Là, on va aller vers le culot, vers le bas, là où il y a les spermatozoïdes qui sont les meilleurs. La question qu'il faut se poser, quels sont les buts de sélection de spermatiques? La récupération de plus grand nombre de spermatozoïdes qui sont mobiles, normaux, sans causer de dommages aux spermatozoïdes, surtout au niveau génétique. On aura besoin d'avoir une première élimination de spermatozoïdes qui sont anormaux, morts et des cellules rondes. Et une deuxième élimination qui est du plasma séminal, des toxines et substances bioactives comme les radicaux libres, Reactive Oxygen Species ou encore les espèces réactives de l'oxygène. Généralement, c'est essentiel de faire la technique de préparation du sperme, surtout pour se préparer pour l'insémination intra-utérine en AEP ou l'insémination artificielle en biotechnologie animale. Bien sûr, la supplémentation protéique il est essentielle durant la centrifugation pour maintenir la vitalité du sperme et induire sa capacitation. Il ne faut pas oublier cette partie qui est essentielle pour continuer la maturation du spermatozoïde. Pour question de la cryoconservation, parce que normalement la congélation elle est essentielle, que ce soit en biotechnologie animale ou encore en assistance médicalement à la procréation. Déjà, il faut parler, pour parler un peu de la congélation du sperme, il faut comprendre le principe de la cryoconservation ou la cryopréservation. Cryo déjà fait appel à l'utilisation d'une température qui est très basse pour conserver ou préserver un échantillon. Comment? Tout simplement par l'exposition au froid qui va réduire le métabolisme. Mais il y a trois dangers qu'il faut éviter. Soit on a un choc thermique qui va induire la dénaturation protéique, ou encore la cristallisation intracellulaire, ou encore la déshydratation intracellulaire. Généralement, il y a deux techniques pour la cryoconservation. Soit on a une congélation lente, c'est-à-dire une diminution progressive de la température, jusqu'à arriver à moins 196 degrés pour stocker un échantillon, que ce soit des gamètes, c'est-à-dire les ovocytes, les spermatozoïdes et même les embryons, ou encore passer à la vitrification, qui est une diminution brusque et ultra rapide vers moins 186 degrés Celsius dans l'azote liquide, tout en utilisant bien sûr des agents cryoprotecteurs à des concentrations bien précises pour éviter les dangers que j'ai cités dans la diapositive précédente. Donc pour le sperme, la technique utilisée d'une façon conventionnelle, c'est la congélation lente. Toutefois, les agents cryoprotecteurs, ils sont vraiment essentiels. Ils sont de deux types. Soit des agents pénétrants, comme le glycérol, diméthylsulfoxyde des mésos, ou bien des amides qui sont de bas poids moléculaire pour limiter la formation des cristaux intracellulaires. Sinon, on aura besoin des agents non pénétrants, c'est-à-dire
comme généralement ce sont des sucres, soit du saccharose, tréhalose ou encore du sucrose, qui vont tout simplement rester à l'extérieur de la cellule et la déshydrater par osmose pour protéger la cellule en augmentant la viscosité du milieu. Comme vous le voyez, là c'est une expérience qui est très simple. Donc là, c'est une goutte d'eau pure et on l'a directement plongé dans l'azote liquide, donc on a eu formation de quoi? Du cristaux. Alors si on ajoute des cryoprotecteurs comme le DMSO, l'éthylène glycol, le sucrose, dextrans, c'est juste un élément d'un poids moléculaire qui est très important, qui va poids moléculaire qui va essayer de nous éviter cette formation de cristaux. Alors comme vous le voyez, avec l'ajout des cryoprotecteurs, on a moins de problèmes de formation de cristaux. Donc l'eau, elle garde sa viscosité et sans formation de cristaux. Alors là, voilà des conteneurs de stockage. C'est là où on a les paillettes des échantillons spermatiques ou même des échantillons de gamètes, d'ovocytes ou bien d'embryons. Et bien sûr, on verse ces paillettes qui sont dans ces tubes dans l'azote liquide au fond de ces conteneurs. Et bien sûr, il faut verser l'azote régulièrement. Et bien sûr, là, c'est l'appareil du congélateur reprogrammable. C'est du gold standard pour la congélation du sperme. Et bien sûr, pas de vitrification comme dans le cas des ovocytes et des embryons. Et bien sûr, voilà le système normalement de programmation, c'est-à-dire on commence avec une température qui est ambiante, et après on va aller vers moins 60 degrés Celsius, et après moins 2 degrés Celsius par minute, et après tout ce système va durer 40 minutes. C'est la deuxième étape, c'est-à-dire à partir de moins 60 degrés Celsius vers moins 180 degrés Celsius, avec une vitesse de congélation de moins 10 degrés Celsius par minute, qui va durer juste 12 minutes. Donc, dans le monde de biotechnologie animale, la congélation du sperme, généralement, il a pu connaître un élan, surtout pour le sperme bovin et équin, ces 2 dernières décennies. Toutefois, la congélation du sperme, elle connaît toujours des limites, vu que 20% des échantillons spermatiques congelés ne supportent pas la congélation, affectant ainsi la qualité spermatique. Prenons comme exemple le sperme équin. L'étape initiale du traitement du sperme avant de passer à la congélation est de filtrer afin d'extraire le plasma séminal. C'est l'utilisation du gel. Et sachant que le sperme équin est un peu concentré par rapport aux autres espèces comme chez les bovins. Donc une fois le sperme il est purifié, c'est-à-dire une fois on aura le culot, on va essayer de le diluer 2 fois, c'est-à-dire avoir une première dilution et bien sûr une deuxième dilution. Et c'est au cours de la deuxième dilution, là où on va utiliser plutôt des cryoprotecteurs pour aller vers la programmation de la congélation avec une descente vers 4 degrés Celsius, tout en mettant des paillettes comme vous le voyez ici. Et après, on va aller vers une descente de moins 180 degrés Celsius jusqu'à moins 196 Celsius dans l'azote liquide. Et bien sûr, c'est brûlant. Et juste après, on va stocker ces paillettes dans des conteneurs qui sont remplis par l'azote liquide. Et après, ce qui est vraiment très important, c'est le test de cryorésistance après décongélation, parce qu'on n'est pas toujours sûr si ce sperme qu'on a congelé
après sa décongélation, est-ce qu'elle est toujours de même qualité, de même capacité? Donc après quelques jours, la semence elle est analysée en prélevant 2 ou 3 paillettes au hasard et faire des analyses, c'est-à-dire un deuxième spermogramme. Alors le test de cryorésistance, soit on a une méthode lente, c'est-à-dire on va prélever un échantillon de sperme congelé, plongé dans du bain-marie à 38 degrés pendant 5 heures. Bien sûr, ça dépend de l'espèce, c'est-à-dire chez l'homme, on fait pas ça. Tout simplement, on fait une autre analyse spermatique pour avoir une idée sur la vitalité et sur la mobilité et la morphologie spermatique. Et bien sûr, déterminer le pourcentage des spermatozoïdes mobiles. Par rapport à la méthode rapide, alors là, on va prélever l'échantillon juste après 20 heures dans l'azote liquide et maintenir au bain-marie à 46 degrés pendant 0,5 degrés pendant une demi-heure. Déterminer le pourcentage de spermatozoïdes mobiles. Donc, le plus important, c'est faire un deuxième spermogramme. Alors, pour le sexage spermatique, alors là, j'insiste là-dessus, le sexage spermatique, ça n'existe pas chez l'homme. Parce que c'est interdit, sinon on va entrer dans des problèmes éthiques, etc. Donc le sexage spermatique, il est utilisé surtout en biotechnologie animale et c'est une des pratiques qui a pu montrer de plus en plus des bénéfices économiques en biotechnologie animale, spécialement dans le cadre d'élevage des bovins avec une augmentation de la taille du troupeau accompagnée d'une amélioration de la production laitière. Donc le sexage du sperme, il repose sur le principe de la tri des spermatozoïdes en utilisant la méthode de cytométrie en flux. Donc le principe c'est savoir les spermatozoïdes qui contiennent le chromosome Y par rapport aux spermatozoïdes qui contiennent le chromosome X. Donc, la mise en place pour la première fois, ça a été fait en 1982 en utilisant la cytométrie en flux. Et la première naissance du veau obtenue in vitro a été en 1993 par l'équipe de Caen. Donc, voilà le principe de la cytométrie en flux. Et repose sur la question de la quantité de l'ADN. Parce que là, il faut savoir une chose, que le chromosome X est plus grand que le Y, renfermant plus de 3,8% d'ADN par rapport à l'Y. Ben voilà, ça se voit très bien que le chromosome X est plus grand que l'Y. Donc même question de quantité d'ADN. Et c'est en fonction de ça, de cette différence, qu'on arrive vraiment à faire le tri, de savoir vraiment les spermatozoïdes qui contient le X, bien qui contient le Y. C'est-à-dire le chromosome qui contient le X, il est plus lourd, il est plus grand, et il contient plus d'ADN par rapport au chromosome qui est mâle. Donc, selon les pratiques, cette technique permet de faire un sexage de 12 jusqu'à 20 millions de spermatozoïdes par heure, pouvant ainsi avoir 2 millions de spermatozoïdes par paillette sexée, d'autant qu'il est préférable de faire le sexage après sa congélation, c'est-à-dire le reverse sorting, dû à l'effet négatif du champ électrique de cytométrie en flux sur la qualité spermatique, parce que on ne sait jamais, on peut avoir un problème de champ électrique, de cette charge électrique qui est exercée sur ces gouttelettes du sperme qui vont être par la suite triées. On peut avoir cet effet négatif sur l'intégrité génétique de chaque spermatozoïde. Donc, de ce fait, il serait donc envisageable de déposer le sperme sexé directement dans l'oviducte sans ni spermatozoïde dans 30 ml. Donc, comme vous le voyez ici, les spermatozoïdes qui contiennent vraiment une très grande quantité d'ADN, ils vont être dirigés vers les plaques de déflexion qui sont chargées négativement, et c'est là on aura plus les spermatozoïdes avec les X par rapport là où il y a des plaques de déflexion chargées positivement qui vont aller
vers ce côté, là où on aura les spermatozoïdes avec un Y. Donc là, on n'aura pas de problème. Juste après, si on va injecter un spermatozoïde qui est trié ici, c'est-à-dire qui contient juste le X, on va être sûr que l'embryon il sera vraiment de sexe féminin, alors que là, il sera de sexe masculin. Donc, là, vraiment, ce schéma, il explique en détail le principe de la cytométrie en flux. Et bien sûr, n'oubliez pas le tableau récapitulatif des différentes techniques de traitement spermatique que vous avez sur votre support. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions.